Merci. Et donc, on continue avec Strasbourg, avec l'école de Strasbourg, avec notre ami Philippe Liverneau, académicien également. Et donc, merci de nous parler de la pratique délibérée et non pas de la pratique naïve. Ah, les deux, les deux. Ou les deux, mais enfin, montrer le chemin qu'il y a à parcourir. Merci beaucoup. Merci. Pour rester dans le domaine de la vidéo, je vais rassurer Didier Mutter, nous, dans le service de chirurgie de la main des hôpitaux de Strasbourg, nous enregistrons toutes les vidéos chirurgicales. Et donc, grâce à ces vidéos, nous pouvons passer peut-être de la pratique naïve à la pratique délibérée. Voici les diverses institutions avec lesquelles nous travaillons. Bon, je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit ce matin, notamment qu'effectivement le compagnonnage reste absolument indispensable et que l'expérience, évidemment, ne devrait pas être faite sur le premier patient, bien que forcément elle l'est. On a dit ce matin qu'on diminuait le temps de compagnonnage pour les raisons qui sont inscrites ici, qui ont déjà été dites ce matin, donc je ne vais pas y revenir. Que l'expérience, on nous dit jamais la première fois sur un patient, mais comme l'a dit Tommaso tout à l'heure, et de toute façon, il y en a toujours une. Attention au piège de l'expérience, qu'à partir d'un certain nombre d'années, on a un peu trop confiance en soi et finalement on s'aperçoit que la performance diminue un petit peu parce qu'on est un petit peu moins concentré sur ce que l'on fait. Et ce n'est pas parce qu'on va répéter qu'on va forcément améliorer sa performance. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on va courir tous les matins 1 kilomètre, forcément, on va arriver à un certain plateau de performance. Mais si on continue de courir sans avoir un feedback sur la façon dont on court, on ne va, au bout d'un moment, on n'améliorera pas ce plateau. C'est donc les raisons pour lesquelles il faut essayer, dans cette diminution du temps d'apprentissage de la génération qui arrive de chirurgiens, et que, effectivement, la courbe d'apprentissage, elle s'allonge. Comment faire pour augmenter cette performance et diminuer la durée de la courbe d'apprentissage, tout en conservant, bien entendu, le compagnonnage et forcément l'expérience. Il faut trouver d'autres méthodes qui s'additionnent, qui n'excluent pas les méthodes précédentes. La pratique délibérée en est une, comme l'a dit tout à l'heure Louis Sibert. Donc la pratique délibérée, c'est très très simple. Elle est inspirée des sportifs, et ceux qui font du sport ou qui en ont fait du haut niveau, la connaissent très très bien. Si vous regardez la performance des 100 mètres, du 100 mètres, il y a un siècle, on était à presque 12 secondes, et aujourd'hui, on est à moins de 10 secondes. Donc ces 2 secondes gagnées, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont absolument énormes, ont été gagnées grâce à 2 facteurs. D'abord la technologie, on n'a pas les mêmes chaussures qu'avant, le sol n'est plus le même qu'auparavant, mais aussi par l'amélioration de la performance humaine. Non seulement du corps, puisqu'on a travaillé plus telle partie du corps pour faire le 100 mètres que telle autre pour faire le 10 000 mètres, mais aussi la stratégie et la façon de penser, la manière d'appuyer sur le sol grâce aux vidéos qui ont permis d'analyser la façon de courir et donner un feedback par des coachs. Alors, Anders Ericsson a été cité tout à l'heure. Je vous invite à lire son bouquin extraordinaire qui s'appelle PEAK, Secrets from the New Science of Expertise. Et avec ça, vous allez tout comprendre sur la pratique délibérée. Si vous n'arrivez pas à comprendre, voici un exemple très simple. Un sportif, un footballeur qui s'entraîne dans une salle, vous voyez à gauche un écran qui s'allume parce c'est un exercice spécifique sur le dribble et on va arriver à mesurer sa performance en termes d'accuracy, de vitesse et de qualité de dribble, et vous voyez un certain nombre de scores qui s'affichent à droite. Donc le sportif peut comparer sa performance par rapport à un autre sportif et son coach va lui dire: c'est à telle partie du dribble que tu es défaillant et il va falloir travailler plutôt cette partie-là plutôt qu'une autre. Et c'est exactement ce que on n'est pas les seuls, enfin beaucoup de chirurgiens essayent d'appliquer la pratique délibérée à l'amélioration de la performance du chirurgien. Pour cela, comment il faut faire ? Il faut se définir un objectif. Donc il faut définir un niveau de performance. Pour ça, il faut utiliser des métriques. En général, on utilise des OSAT parce que c'est plus facile de mesurer un sportif qu'un chirurgien dans sa performance. On va lui demander de pratiquer. On va faire des vidéos et mesurer ainsi, grâce à ces OSAT, son niveau de performance. Et on va analyser ces vidéos grâce à un ou plusieurs experts qui vont lui donner des pistes d'amélioration par rapport à ses éventuelles erreurs ou défaillances. Alors, nous pensons que si
on additionne le compagnonnage qu'il n'y a aucune raison de supprimer à l'expérience par la pratique délibérée, on devrait, dans le temps relativement limité de formation des jeunes chirurgiens, et pas que les jeunes d'ailleurs, permettre de conserver au moins la qualité de performance des chirurgiens, voire l'améliorer. Nous avons expérimenté la méthode de pratique délibérée en soins, enseignement et recherche. En soins, nous avons déjà fait plusieurs expériences, mais je vous en montre ici sur les fractures du poignet. Nous avons pris 4 chirurgiens de niveau 3, il y en a 5 de expertise et non pas de performance, qui sont des chefs de clinique. On leur demande chacun de faire leurs 5 premières fractures du poignet après avoir été interne. Ça nous fait donc 20 vidéos et on va mesurer un score aux ATS que vous voyez ici. On va ensuite essayer de simuler la 5 expérience. Évidemment, on n'allait pas attendre 5 ans pour remesurer leur performance. Donc, on leur fait lire un article dans lequel la technique en question est détaillée. On leur montre une vidéo d'expert qui leur explique tous les trucs et astuces. Et on demande maintenant d'opérer 5 fractures du poignet chacun. On a donc encore 20 vidéos. Donc, on a donc 40 vidéos. On extrait de ces 40 vidéos des petites séquences qui chacune correspondent à des erreurs. Et on va mettre ensemble dans une salle ces 4 chirurgiens avec des experts et on va analyser les erreurs qu'ils ont commises de manière anonyme en leur donnant des pistes d'amélioration. Après, on leur redemande de retourner au bloc opératoire et de faire encore 5 fractures du poignet. On a encore nos 5 vidéos et on mesure ensuite le score aux AS. Et vous voyez que si avec le compagnonnage, ils sortaient de l'internat, la simple expérience simulée, ils ont eu un niveau de performance qui est resté au même niveau d'expérience, c'est-à-dire de 3. En revanche, avec la pratique délibérée, bien qu'ils soient encore de niveau 3 d'expérience, ils ont tous, y compris le moins bon d'entre eux, obtenu un niveau 5 de performance. On a fait la même chose avec la gestion des risques, notamment des radiations ionisantes, puisqu'au bloc opératoire, en orthopédie notamment, on l'utilise régulièrement et surtout en chirurgie de la main où on a les mains bien assez proches de la source de rayonnement. Eh bien, on leur a régulièrement pendant 3 mois, toutes les semaines, fait un staff virtuel dans lequel on a analysé les vidéos qu'ils ont, enfin les radiographies qu'ils ont faites pendant les interventions, en leur disant voilà, là tu as fait 3 fois la même radio, là tu as mis tes mains en dessous, là la dose était trop importante, etc. Et on a pris 2 groupes, un groupe dit naïf, auquel on n'a absolument donné aucune consigne. On a analysé les 30 premières fractures du poignet, puisque c'est notre modèle principal, et les 30 fractures du poignet au groupe naïf. Alors vous voyez très bien la différence en nombre de mains qui sont sous les radiations, la dose, le nombre de clichés et la durée totale d'exposition aux rayons X. Et vous vous apercevez que si, avec la pratique naïve que vous voyez ici, eh bien, et ça reste steady, ça bouge pas, hein, leur niveau d'exposition. En revanche, dès la 11e fracture du poignet, vous voyez que là, il y a une nette diminution de l'exposition aux rayons X. En ce qui concerne l'enseignement, cette fois-ci, on va s'adresser plutôt à des internes dans début ou milieu d'internat. L'objectif, là encore, c'est d'améliorer la performance chirurgicale. Pour ça, on va la mesurer avec des OSAT qui ont été définis ici par la position de la plaque, bien appliquée sur le radius, pas trop distal, pas trop proximal, etc. Donc, on a un certain nombre d'items. On enregistre la performance sur des sawbones. Et puis, on a ici 3 groupes. Un groupe qui voit une vidéo d'expert une fois et qui pratique 5 fois d'affilée une ostosynthèse de plaques sur un sawbone. Un deuxième groupe qui fait la même chose, 5 ostosynthèses, mais entre chaque ostosynthèse, on lui montre la même vidéo d'expert. Et un troisième groupe qui là est le groupe de pratique délibérée. Il a la même vidéo d'expert au départ, mais entre chacune de ces ostosynthèses, on va lui montrer sa propre vidéo et l'expert va la commenter avec lui pour lui permettre d'améliorer sa performance. Et vous voyez qu'ici, en jaune, c'est donc la pratique délibérée. Ils ont tous atteint presque le niveau maximum des scores qu'ils pouvaient obtenir, alors qu'au tout début, à la première, ils n'étaient pas forcément meilleurs, voire moins bons que les autres groupes. On a fait la même chose avec la clavicule, je passe, on a fait ça avec la fibula, et on s'apprête à faire ça maintenant avec des calvicieux du poignet. Maintenant, c'est bien joli de faire tout ça, sauf que ça prend un temps fou. Et donc, l'idée, ça serait quand même d'essayer de développer un algorithme qui nous permette, comme l'a dit tout à l'heure Didier Mutter, de nous reconnaître automatiquement au moins les phases, les actions, et de nous donner peut-être
un niveau de performance. Pour l'instant, on en est au développement d'un algorithme qui est capable de reconnaître ce qui est beaucoup plus difficile qu'avec les endoscopies, puisque n'oublions pas qu'on est en exoscopie ici, c'est-à-dire qu'on a la tête du chirurgien qui vient sous la caméra, on a les mains du chirurgien, parfois on voit très très mal. Eh bien, notre algorithme, actuellement développé à l'IHU avec une PhD student Camille Greff, avec Thomas Lampert de iCube et Nicolas Padois qui est iCube à l'IHU de Strasbourg, eh bien, on développe un algorithme qui fonctionne très bien. Donc, en tout cas, sur la détection des phases. Donc, on a une procédure et l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, on aimerait bien que pendant la chirurgie, on nous dise effectivement si on est en train de faire une erreur ou pas. Ça, c'est quand même un petit peu dangereux parce qu'on risque d'être un peu perturbé. Mais enfin, bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout après la chirurgie, de pouvoir analyser automatiquement les vidéos. Alors, voilà ce qu'on a fait. Eh bien, on a défini 4 niveaux de granularité dans ces fractures du poignet, puisque c'est toujours notre même modèle, des phases, des étapes, des tâches et des actions. Action, c'est mettre une vis. Une tâche, c'est utiliser un moteur. Une étape, c'est dans l'ostosynthèse distale, proximale, la réduction de la fracture. Et les phases, c'est-à-dire l'installation, la voie d'abord, la fixation de la fracture, la vérification, la fermeture, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a des centaines de vidéos qui, je vous rassure, ont tout un consentement écrit des patients. Et on en a pris 50 et on les a annotés à la main. Je vous raconte pas le travail que ça représente. C'est des heures et des heures d'annotation. Vous voyez un exemple ici d'annotation. Les différentes couleurs correspondent à des durées d'action, de phases, de tâches, etc. Ce n'est qu'un exemple de vidéo. Nous en avons comme ça maintenant 50, mais nous avons même plus qui ont été faites automatiquement. Alors, comment développer un algorithme? On a utilisé des modèles qui existent déjà dans le marché de la science d'intelligence artificielle. Vous en avez 3 ici, Techno, Trans, SVT et SAC. Et les critères d'évaluation des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été bien sûr formés par le machine learning, les 3 critères sont l'accuracy, precision and recall. Et vous voyez que ici, c'est le modèle SAC qui a donné le meilleur résultat. Alors, on a analysé par exemple ici 2 vidéos. Vous voyez une première vidéo, le ground truth, c'est-à-dire c'est l'annotation du chirurgien, sur une vidéo ici, sur une autre vidéo là. Et vous voyez ici que c'est bien le SAC qui correspond le mieux, mais c'est pas parfait, au ground truth. Alors, on s'est rendu compte en même temps que l'utilisation du fluoroscope perturbait les modèles d'algorithmes. Pourquoi? Parce que le fluoroscope vient sous la caméra et que on voit plus rien du tout. Alors, on s'est dit, tiens, si on introduisait le paramètre d'utilisation du fluoroscope pour que l'algorithme arrive à se dire, mais si on est dans cette phase-là et qu'il y a un fluoroscope, c'est qu'on n'est pas dans telle phase, on est plutôt dans telle autre, etc. Et donc, cette fois-ci, vous voyez la différence après le post-processing, c'est-à-dire l'introduction du critère fluoroscope, eh bien, vous voyez que cette fois-ci, c'est le Techno qui a la meilleure performance. Vous voyez ici les 2 exemples de tout à l'heure. Une vidéo 1 à gauche, une vidéo 2 à droite. Là, vous voyez avant le processing, en marron, c'est l'utilisation du fluoroscope. Vous voyez, c'est le même ici. Et après le post-processing, vous voyez que cette fois-ci, c'est le Techno qui a la meilleure performance. Alors, la vidéo 1, c'est facile puisque c'était une vidéo où l'opération était relativement bien, se déroulait parfaitement bien. Alors que là, vous voyez, c'est dans la vidéo 2, finalement, c'est le post-processing qui a permis de sélectionner un autre modèle d'algorithme. Alors, c'est bien joli tout ça, mais annoter des vidéos à la main, ça prend des heures et des heures, et on n'a pas que ça à faire. Donc, on a d'ailleurs développé, enfin pas moi, parce que je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais une approche non supervisée. C'est-à-dire que on dit à l'algorithme, tiens, voilà une vidéo, tu me mets autant de clusters, c'est-à-dire de séquences vidéo, que tu les vois. Alors, il peut en voir sur une vidéo ici, voici une vidéo, voici la vérité ici de l'annotateur. Il en voit ici plus de 1000, et là, il n'en emploie que 3. Alors, il suffit ensuite de choisir, alors je rentre pas dans les détails, comment on fait le choix. Finalement, c'est le 9 vidéos qui nous permet d'approcher un peu plus, on va dire, le ground truth. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire sur l'utilisation des vidéos dans la mesure de la performance chirurgicale grâce à la pratique délibérée. Je vous remercie. Philippe, merci beaucoup. Merci. Tu étais au pic, hein? Tu es allé au pic. Merci.
J'espère que je ne vais pas en tomber. Je remercie beaucoup tous les Merci. orateurs Alors, et toutes les bonnes idées, retours d'expérience qu'ils nous ont donnés. J'ai retenu et j'y suis sensible à l'importance de l'anatomie. Et peut-être même que c'est le départ des écoles de chirurgie qui peut être basé là-dessus. Je regrette, et en tant que membre de la fac d'Amiens, que Prépa Bloc ne soit retrouvé que dans cinq facultés. Et c'est un petit peu dommage, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais la question que je me pose, c'est, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes expériences. Comment peut-on unifier ? Parce que c'est ça l'autre problème, c'est que j'ai vu l'expérience de Poitiers, de Strasbourg, de tout ça, mais il n'y a pas du tout une unification. Est-ce que ce ne serait pas le rôle de l'Académie nationale de chirurgie ? ce sera le rôle de l'Académie et peut-être de ce qu'on dira peut-être en conclusion de ces 2 jours demain, c'est-à-dire une coordination nationale des écoles de chirurgie pour réfléchir sur les programmes, l'organisation, la distribution, etc. Mais quelle technique sert à quoi? Parce que et là, on a technique, l'impression que pourquoi tout sert à tout et qu'il faudrait avoir tout. Et c'est peut-être pas la vérité. C'est pas obligatoire. Ouais.